suis sûr que si je demande à 100 investisseurs au hasard s'ils pouvaient remonter le temps il y a 10-12 ans, ce qu'ils feraient, il y en aurait un bon paquet qui me dirait bah j'investirais dans le Bitcoin, normal, hein, vu la performance historique que ça a eu. Et moi je me suis demandé mais est-ce qu'il n'y avait pas eu mieux en fait? Est-ce qu'il n'y avait pas eu une meilleure opportunité que le Bitcoin il y a 10-12 ans, en plus sur une entreprise, donc avec des fondamentaux, parce qu'effectivement le Bitcoin il y a 10-12 ans c'était un vrai pari, hein, parce que le Bitcoin n'est pas assis sur des fondamentaux financiers, il n'a pas de dette, il n'a pas de revenus, il n'a pas de marge, contrairement à une entreprise qui elle a ses fondamentaux financiers et qui est donc, si on fait des analyses, beaucoup plus prédictible. Et donc, par pure curiosité intellectuelle, je me suis demandé si Nvidia pouvait concurrencer le Bitcoin sur les 12 dernières années. Et je te propose un petit jeu à faire avec moi. Est-ce que toi, tu penses, selon toi, que Nvidia n'a absolument pas de chance de concurrencer Nvidia sur les 12 dernières années? Est-ce que Nvidia peut faire match, c'est-à-dire est-ce que ce sera kiff-kiff? Ou est-ce que même Nvidia pourrait battre le Bitcoin sur les 12 dernières années? Je vais te montrer le résultat juste après. On va faire un DCA classique, donc 100 € par mois sur les 12 dernières années. Je peux pas plus en fait parce que j'ai pas les données du Bitcoin avant septembre 2014, mais quand même ça donne déjà une bonne idée. Et c'est en testant ce match-là que j'ai eu une idée d'une stratégie avec une performance exceptionnelle sur les 12 dernières années que je vais te partager après en seconde partie de cette vidéo. Une stratégie qui consiste simplement à combiner le Bitcoin et Nvidia, mais tu verras c'est pas si simple que ça, hein, donc c'est ce qu'on va voir après en deuxième partie. Let's go. Donc là on voit que Nvidia avait pris un petit peu le devant, mais là 2017 arrive effectivement, tu connais, le Bitcoin a explosé en 2017. Là il semblerait bien que le Bitcoin ait pris une avance considérable sur Nvidia. Effectivement, la crypto-monnaie star avec sa performance exceptionnelle, mais là comme tu peux le voir, Nvidia commence à remonter et même voilà. Jusqu'à, en tout cas début juin 2026, Nvidia remporte le match face au Bitcoin, quand même assez exceptionnel, la performance d'Nvidia. Parce que pourquoi c'est exceptionnel pour moi? Parce que c'est pas une entreprise qui a fait son IPO en 2012 ou en 2010, non, c'est une entreprise qui a fait son IPO en 1999. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une IPO, c'est juste une introduction en bourse. Donc en fait, c'est une entreprise qui est déjà, on peut dire, assez mature déjà depuis 20 ans facile. Et donc là, avant de te montrer cette stratégie qui surperforme les deux, avec un rendement exceptionnel, c'est justement ça mon point, c'est de te dire au final, bon, effectivement, est-ce que tu as vraiment des regrets de ne pas avoir investi dans le Bitcoin? Peut-être, mais il y a 12 ans, il y a 10 ans, en tout cas, faire un pari sur le Bitcoin, c'était vraiment un pari osé, puisque comme je t'ai dit, il ne s'assoit pas sur des métriques financières tangibles, comme de la dette, du revenu, des marges, peu importe. Mais Nvidia, si. Nvidia, c'est quand même une entreprise avec des revenus tangibles, un produit tangible, et donc moi je pense qu'en tout cas, la performance de Nvidia était plus prédictible que celle du Bitcoin. Donc mon point, c'est déjà un point optimiste. C'est déjà de te dire, au final, tu vois, tu peux faire mieux que le Bitcoin, encore aujourd'hui, en faisant un travail d'analyse sur des vraies entreprises cotées avec donc des métriques tangibles financières. Alors oui, je ne dis pas que c'est facile de trouver le prochain Nvidia, je suis pas en train de te dire ça, mais je suis en train de te dire que peut-être que ce qu'on pensait être l'opportunité du siècle avec le Bitcoin n'est peut-être pas vrai, tout simplement, il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être des encore meilleurs, parce qu'en plus, ce qu'il faut noter avec ça, c'est que, regarde, Bitcoin fait moins bien que Nvidia avec une plus grande volatilité, parce que même ceux qui ont investi dans le Bitcoin en 2012, il n'y en a pas beaucoup qui ont tenu la performance long terme, Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le buy and hold. Regarde ce tweet qui date de mai 2011, où cette personne-là, qui est devenue célèbre pour ça, qui avait tweeté « J'aurais aimé garder mes 1700 bitcoins que j'ai achetés à 6 centimes, au lieu de les vendre à 30 centimes, maintenant qu'ils sont à 8 $. Et donc, moi, mon point, c'était aussi de te montrer ça, c'est que regarde cette volatilité pour une performance moindre que celle de Nvidia. Donc, je te dis pas que Nvidia va continuer à faire une performance explosive comme ça, mais peut-être qu'en faisant des analyses sur des actions, des vraies actions, des petites actions, tu peux trouver ce genre de performance encore, tu vois. Alors maintenant, du coup, c'est quoi cette stratégie que je t'ai promis qui va faire encore mieux que Nvidia et Bitcoin et qui est seulement composée de Nvidia et Bitcoin? Et bien, on va la construire ensemble petit à petit pour que tu puisses comprendre un petit peu comment elle fonctionne. On va la nommer Nvidia Bitcoin. Elle consiste simplement à prendre 50-50 de Nvidia et de Bitcoin. Et c'est là un petit peu la magie du truc. C'est, regarde, je vais te le faire en 2 fois. Comme ça, tu vas pouvoir comparer pourquoi ça marche bien. Elle consiste avec un rebalancement. Donc, en gros, tes 50% de Nvidia, tes 50% de Bitcoin, tous les 60 jours. Là, je les ai mis à 60 jours. Tu rebalances pour avoir 50-50. Ça veut dire que si Bitcoin est trop monté par rapport à Nvidia, tu vends un peu de Bitcoin pour acheter du Nvidia et l'inverse. Ok? On va voir ce que ça donne. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc tu as toujours les deux courbes qu'on avait vues initialement. Donc Bitcoin et Nvidia seul en rouge et en vert. Donc toujours le Nvidia qui a battu Bitcoin, assez surpris. C'était quand même assez une surprise ça. Et puis effectivement, quand tu vois le Nvidia
avec Bitcoin 1, bah, tu te situes entre les deux, sans rebalancement, donc du coup, hein, tu t'achètes 50-50 en DCA, donc là, effectivement, tu te situes entre les deux, ce qui est déjà bien, très bien même. Mais voilà, là, vraiment, où c'est incroyable, c'est quand tu fais le rebalancement, hein, tu vois que là, tu surperformes les deux. Alors quand tu vois ça, tu te dis forcément, est-ce que cette stratégie a des chances de continuer à marcher dans le futur? Et effectivement, là, je travaille avec des données du passé, ça aurait marché dans le passé, mais est-ce que ça va marcher dans le futur? C'est vraiment la question. Et comment on fait pour essayer de distinguer une stratégie qui aurait marché par chance par rapport à une stratégie qui a des vraies raisons de continuer à marcher dans le futur? Et effectivement, en fait, il y a des limites avec ce backtest. Et il y a 3 limites que je vais te donner là. La première limite, ce sont des risques d'overfitting. En fait, quand tu fais des backtests, tu travailles avec des données du passé. Et à force de tweaker un petit peu les paramètres, hein, je te donne un exemple très concret. Ici, ces 60 jours, je les ai pas trouvés au hasard. Tu vois, j'ai essayé avec 90, 120, 30... J'ai trouvé que c'était avec 60 que ça marchait le mieux. Peut-être que ça marche mieux avec 59, je ne les ai pas tous faits. Mais en tout cas, j'ai un petit peu tweaké ce paramètre-là pour que ça marche bien. Pareil, ici, on pourrait essayer de tweaker le pourcentage. Peut-être mettre 45%, 55%. Et là, en fait, tu peux tomber dans un des plus gros pièges des backtesting, c'est l'overfitting. Donc en fait, l'overfitting, je vais essayer de te montrer dans le montage un petit peu ce que ça peut représenter en data science. C'est quand ton modèle surapprend les données du passé et que bah du coup il perd en généralité et donc il a de grandes chances de ne plus performer dans le futur. La deuxième limite des backtests, bah, c'est qu'en fait on ne voit plus les sociétés qui sont décotées aujourd'hui, hein, donc c'est le biais du survivant, on ne voit que les sociétés qui sont encore actuellement cotées. Et ça, pourquoi c'est une limite? Bah, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui tu pourrais appliquer cette stratégie de rebalancement à des boîtes qui vont faire faillite et sur lesquelles ça ne va pas du tout marcher. Et potentiellement, si j'avais eu dans les données des boîtes qui ont fait faillite, j'aurais pu tester cette stratégie et voir que ça ne marchait pas du tout. Et la troisième limite, pour moi, c'est la plus grande limite. Si celle-là, tu arrives à la franchir, tu as de bonnes raisons de penser que cette stratégie ou n'importe quelle autre stratégie peut fonctionner dans le temps, c'est d'essayer de trouver des facteurs explicatifs. Pour avoir un bon espoir que ça se reproduise dans le futur, il faut essayer d'expliquer pourquoi ça marche. Alors justement, moi j'ai essayé de tenter de trouver des explications. Et ma première hypothèse a été de trouver déjà des actions ou des actifs qui ne sont pas corrélés à 100%. Principalement, j'ai regardé deux charts. Hein. En fait, j'ai regardé la corrélation glissante entre le Bitcoin et Nvidia entre 30 jours et 90 jours. Et puis là, quand on regarde le nuage de points, donc le rendement du Bitcoin et le rendement de Nvidia, on voit que bah on a une sorte de cercle, ce qui montrerait qu'effectivement il y a une corrélation très légère s'il y en a une. En tout cas, on ne voit pas une droite linéaire qui se dégage. Donc ça, ce serait peut-être un premier facteur explicatif, c'est-à-dire que ces deux actifs-là montent et en même temps ne sont pas corrélés. Donc quand on les rebalance, bah, ça tombe bien, on achète les creux de l'un en revendant les pics de l'autre. Et bah, bien évidemment, pour tester ce facteur-là, j'ai essayé avec d'autres. Le Gold et le Standard & Poor's 500. Et là, on se rend compte qu'on a à peu près pareil, hein, donc un petit cercle en nuage de points et puis des corrélations qui sont même en dessous de 0,5 et même en dessous de la corrélation de Nvidia avec le Bitcoin. Et pourtant, si je teste la même stratégie, là, j'ai pas les mêmes résultats. Je vais pas te le montrer, mais en gros, je suis entre les deux, c'est-à-dire je suis entre le Gold et le Standard & Poor's 500. Donc clairement, pour moi, je peux en conclure que c'est pas suffisant d'avoir juste deux actifs qui soient pas assez corrélés et qui montent. Hein. Il faut d'autres facteurs explicatifs que je n'ai pas trouvé. Donc si toi, tu as une idée de pourquoi cette performance-là, autre que la chance, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse et je pense que je suis pas le seul d'ailleurs. Mais voilà, en fait, mon point, c'était de dire qu'effectivement, dans le passé, c'est très facile de trouver des stratégies qui explosent tout et où tu pourrais être soi-disant millionnaire en 3-4 ans, mais dans le futur, forcément, c'est pas dit que cette stratégie ou n'importe quelle stratégie qui marche bien dans le passé continue de marcher. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche, et ça, c'est le plus gros du travail d'analyse. Donc voilà, en clair, ma vidéo, c'était juste pour te montrer deux points. Un, optimiste, et de dire que bah, ne regrette pas le Bitcoin, parce qu'il y aura sûrement d'autres plus belles opportunités, notamment au niveau des actions, avec des choses vraiment tangibles à analyser, comme des revenus, des marges, de la dette, etc. Et mon deuxième point, c'est surtout aussi de te dire de faire attention avec les backtests, parce que quand tu travailles avec les données du passé, c'est très facile de se piéger soi-même. Ce qui est très important, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi une stratégie fonctionne et de se challenger soi-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine.